Il y a plein de pays aujourd'hui qui ont un potentiel énorme de développement, qui se développent et dans lesquels on peut trouver des marchés, des choses à faire, et qui sont demandeurs de choses qu'ils ne savent pas encore faire. Vous voyez ? Donc oui, moi je pense qu'il y a une possibilité, d'énormes possibilités pour des pays comme la France, pour des entreprises françaises et pour des jeunes Français. Il y a plein d'endroits où il y a des choses à faire et on peut très très bien s'en sortir. Hein, depuis la France ou un an s'y installer autre. Je crois que c'est, si vous voulez, mais il faut changer notre mentalité. Si vous voulez, si vous arrivez en disant on est les meilleurs, moi je vois nos ingénieurs, hein, je parle d'une population d'ingénieurs brillants. Hein, moi, j'en ai vu certains dans certains pays étrangers quand je voyais négocier des contrats, je me disais c'est pas possible, on va perdre le contrat, parce qu'ils arrivaient en disant écoutez, on est les meilleurs. On a été formés, je ne dis pas votre école, mais ça peut-être c'est pas loin. Hein, on est les meilleurs. Nous, on sait faire. Enfin, regardez notre histoire, on est les meilleurs de tous. Donc, tout ce que vous avez imaginé, c'est idiot. C'est nous qui avons raison, on est les meilleurs. Bon, évidemment, ça ne plaisait pas. Bon. Mais je peux vous dire qu'à une époque, ça ne plaisait pas, mais les gens étaient presque obligés de l'accepter. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut arriver en disant, vous êtes très bon, mais j'ai peut-être des idées qui peuvent vous aider à être encore meilleurs. Ce n'est pas tout à fait le même message, vous voyez. Hein, et oui, mais c'est ça. Il y a un changement, pour y arriver dans ce monde nouveau dans lequel on est en train d'entrer, hein, il va falloir qu'on change notre logiciel, qu'on change notre mode d'expression, qu'on se remette en cause. On a des vraies capacités, on peut arriver à faire quantité de choses, sans aucun doute. On est bien meilleur qu'eux dans certains domaines, il n'y a pas le moindre doute. Mais il faut y aller avec un peu d'humilité. Hein, il faut cesser de croire qu'on est les meilleurs au monde. Voilà. Hein, il faut cesser de croire qu'on a tout inventé et qu'on est les meilleurs. Non, c'est pas vrai. En plus, je vais vous dire, moi, regardez dans le numérique. Hein, on prend des leçons tous les jours dans le numérique en voyant les gens qui inventent des trucs, qui n'ont jamais fait la moindre étude ou très peu d'études là-dedans et qui ont des coups de génie et puis ça marche. Donc, il faut qu'on en tire des leçons aussi. Mais vous avez un formidable avenir, hein, c'est sûr. Hein, à condition d'aller le chercher. Il ne faut pas attendre. Voilà, on ne peut plus attendre que ça nous tombe dedans. C'est pas vrai. Ça tombe pas, ça tombe plus. Il faut aller chercher. Vous avez en partie répondu à la question, mais je me disais, est-ce que dans le fond, parce que quand on regarde en fait, je voudrais juste, quand vous dites dans votre discours hégémonie occidentale, est-ce qu'en fait on pourrait pas le remplacer plus ou moins par hégémonie des États-Unis? Parce que quand on regarde, c'est quand même leur monnaie qui est valorisée par le système SWIFT, c'est quand même eux qui nous ont imposé des sanctions contre Alstom, c'est quand même eux qui s'ingèrent au niveau de l'Europe, au niveau des lobbies et au niveau de la dépendance des pays. Donc est-ce qu'en dans le fond, ce qu'on appelle chute de l'hégémonie occidentale, est-ce que ça devrait plutôt s'appeler chute de l'hégémonie américaine? D'une certaine manière. Oui, bien sûr. Non, mais aujourd'hui, si vous voulez, non, ce que je vous disais au début, dans mon rappel historique au démarrage, ce que je vous disais, c'est que nous avons été, peu à peu les uns après les autres, on a dominé le monde. Hein, les derniers étant les Américains depuis 100 ans, c'est clair. Hein, bon, donc c'est clair qu'aujourd'hui, l'hégémonie est américaine et que nous sommes les associés, les alliés, les vassals, peu importe comment on prend, des Américains. Mais nous sommes partie d'un ensemble. Nous avons tous construit progressivement, les uns après les autres, la situation actuelle des hégémonies américaines. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rejet. Alors, rejet très fort du système américain, parce que les gens veulent une certaine indépendance, ils en ont assez. Hein, donc, c'est ce que je vous disais, dans pas mal de grands pays du monde. Et il y a aussi un phénomène de rejet par capillarité, il y a un phénomène de rejet des pays occidentaux, parce que nous faisons course avec nous sommes toujours avec les Américains, si vous voulez. Ce que les gens nous reprochent, c'est qu'on ne soit pas capable d'être un peu plus indépendant par rapport aux Américains. C'est ça la difficulté. Mais c'est pas facile. Hein. Absolument. Ah ben attendez, mais il y a une chose très simple. Quand vous regardez
Regardez les volumes de chiffre d'affaires, les PIB, si vous voulez, regardez les échanges, volume des échanges entre l'Europe et le reste du monde, les États-Unis et le reste du monde, la Chine et le reste du monde. Vous apercevez que l'Europe aujourd'hui, dans le cadre de l'innovation, on est encore leader. Plus beaucoup parce que les Chinois nous rattrapent, mais bon, on est encore leader. Sur le plan des échanges, on est plus gros que les États-Unis. Tous pays confondus, tous les pays d'Europe réunis. On est plus gros. Donc, on a aujourd'hui une puissance colossale. Si on était indépendant des États-Unis, on pourrait faire pencher la balance du côté chinois ou du côté américain, ou maintenir un statu quo entre tout le monde, on y arriverait. Mais on ne peut pas, parce que nous sommes effectivement très proches des États-Unis et que même en Europe, nous avons un certain nombre de pays européens qui sont carrément attachés aux États-Unis. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne est beaucoup plus... Regardez la Pologne, regardez l'Angleterre, par exemple. Donc ce sont des pays... Et nous, on ne peut pas y aller tout seul. Nous, on ne peut pas... Ou alors, il faut être le général de Gaulle, quoi. Mais tout le monde n'est pas le général de Gaulle. J'aurais une autre question à propos de ce que vous avez... Enfin, le groupe des BRIC et des BRIC+, vous l'avez présenté comme une entité relativement cohérente entre soi. Et tout d'abord, est-ce qu'il y a pas ce qui serait pour nous, les Européens, une opportunité, mais pour eux, un problème, ce serait des dissensions internes qui pourraient nuire à leur projet. Et je pense notamment à leur volonté de puissance sur d'autres pays qui ne sont pas forcément dans leur giron régional. Je pense notamment au phénomène de la Chine-Afrique, avec tous les liens de plus en plus puissants et l'imposition d'usines chinoises, même de travailleurs chinois dans certains cas. Quelle est votre analyse sur la question ? Alors, les BRICS, c'est pas du tout... Alors effectivement, les BRICS, ça n'a rien à voir avec les Européens et les accords entre les Européens ou avec les Américains. Parce que chaque pays est indépendant. La preuve, d'ailleurs, dans les BRICS, vous avez l'Inde et la Chine. La Chine, vous avez tout à l'heure, a fait un accord douanier avec 14 pays, dont l'Indonésie. L'Inde n'y est pas. L'Inde a dit, moi, je ne veux pas être avec les Chinois là-dedans. Donc, on voit bien que chaque pays, si vous voulez, a sa politique. Bon, les Brésiliens, par exemple, de Lula, les Brésiliens de Lula, vous les voyez, ils sont bien avec tout le monde. Ils jouent avec tout le monde. Mais quand ils vous disent que, par exemple, quand Lula dit mais en Ukraine, c'est les Russes qui ont raison, bon, on s'aperçoit quand même que là, il y a autre chose. Il n'y a pas que de l'économique. Il prend parti pour son copain, le Russe, qui est dans le cadre des BRICS. Donc, il faut être là-dessus, si vous voulez, tout le monde, en définitive, c'est pas un truc totalement homogène. Mais il y a un certain nombre de choses qui les fédèrent. C'est ça qu'il faut voir, qui les fédèrent. Et en particulier, c'est de prendre le pas sur les Occidentaux. Ça, c'est clair. Ils disent, ça suffit. Vous avez dominé le monde, ça suffit. Maintenant, on a envie de vivre notre vie. Et le fait, alors, il y a un autre phénomène, c'est que, ça j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est le fait que tous ces pays-là regroupent autour d'eux d'autres pays. C'est le principe des pôles. Vous savez, on dit maintenant le monde est multipolaire. Bon, chacun de ces pays regroupe des pays. Par exemple, quand vous avez le Brésil, c'est le Mercosur. Derrière le Brésil, c'est tout le Mercosur en définitive. Ils sont associés. Donc il y a le Chili, il y a l'Argentine, il y a vous avez la Bolivie, vous avez le Pérou. Bon. Quand vous prenez l'Inde, l'Inde, vous avez à côté de l'Inde, vous avez des pays qui sont proches de l'Inde, mais vous avez aussi des pays qui sont comme le Pakistan, qui sont par contre pro-chinois et anti-indiens. Vous voyez, donc la Chine, elle a le Pakistan dans sa zone d'influence. Vous voyez, par exemple, et pour cause. Mais vous voyez aussi... il y a donc, si vous voulez, chacun essaie de tisser sa toile autour. L'Afrique du Sud contrôle un certain nombre de pays du Sud, comme la Namibie, tous ces pays-là. Le sud de l'Afrique est contrôlé par l'Afrique du Sud. Et ça va très loin même. Regardez, on ne peut pas faire grand-chose à Madagascar si vous n'avez pas l'accord de l'Afrique du Sud, par exemple. Vous voyez, parce que c'est dans la zone d'influence.
Donc, on voit bien qu'il y a des pôles, chaque pôle est spécifique, avec sa culture, ses habitudes, enfin, ses méthodes, hein, sa richesse, enfin, tous les éléments du problème. Hein. Mais au-delà de ça, il y a cet ensemble où ils disent, mais nous, on représente de vraies puissances, tous ensemble, on peut faire quelque chose. Ils se fédèrent, si vous voulez, pour faire face à la pression que nous, on peut exercer ou qu'on a pu exercer. Hein. Et donc, oui, alors ça va nous obliger, je vous disais tout à l'heure, à revoir l'OMC. Moi, je suis convaincu qu'il faudra qu'on revoie l'ONU aussi, parce que l'ONU tel qu'il est conçu, l'ONU, ça a été conçu après la Deuxième Guerre mondiale, avec les pays qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ben, il va bien falloir qu'un jour, on remette en bas des cartes. Le monde d'aujourd'hui ne correspond plus au monde de 1945. C'est vrai. Donc, il faut qu'on regarde un peu tout ça. Alors, bien sûr, ceux qui avaient le pouvoir ou ceux qui ont encore le pouvoir, comme les Américains, ils n'ont aucune envie de voir que ça change. Hein? Et vous savez, moi, ce que je vous dis là, je le racontais l'autre jour à des chefs d'entreprise, et ils ont été après, ils ont reçu un dirigeant de JP Morgan, de la banque américaine. Alors, ils ont dit au gars de JP Morgan, vous savez, juillet, il a dit que... Machin, ça. Et l'autre, il a dit, banque américaine, bien sûr, il a dit, ah non, non, on sera suffisamment fort pour résister. Good luck, comme disent les Américains. Ouais, parce que on voit bien. Pourquoi? Oui, bien sûr. On espère. Quand vous avez une position, vous espérez pouvoir la garder le plus longtemps possible. Mais il faut regarder les faits. Et les faits, malheureusement, ils sont indiscutables. Il y a un phénomène qui est en cours et vous ne pouvez pas aller contre. Vous pouvez le freiner, vous pouvez le ralentir. Si vous voulez, ça peut mettre 20 ans au lieu de 10 ans. Mais comme nous, on le disait, l'affaire de la guerre en Ukraine, elle a accéléré un processus qu'on annonçait. Moi, il y a 3-4 ans, on annonçait déjà les principales choses qui se passaient. Mais à l'époque, les 3-4 ans, si vous voulez, 3-4 ans il y a rien, on ne pensait pas que ça allait se passer aussi vite. On disait, ouais, le dollar, il va être un jour attaqué. Ben là, maintenant, ça y est. Hein. À partir du moment où on dit, je ne paye plus en dollars, je paye en roubles, en renminbi, c'est le processus est en cours. Et il faut en tirer les conséquences. Moi, je ne vous dis pas que... Et on soit bien d'accord, hein, je reviens à ce que je vous disais au début, il ne faut surtout pas dire c'est bien ou c'est mal. Enfin, moi, à mon niveau, moi, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Moi, je ne suis pas en train de vous dire c'est épouvantable, l'Occident chrétien est en train de disparaître sous la pression des barbares. Non, pas du tout, m'en fous. C'est pas ça le problème. Hein, moi, je suis factuel. Moi, je dis, bon, voilà ce qui est en train de se passer. Après, à chacun de se dire comment je peux en tirer parti. Et il y a toujours des opportunités. Il ne faut pas dire c'est foutu. La seule chose que je refuse, moi personnellement, mais là c'est personnel, hein, c'est la récession, parce que je ne crois pas qu'une population, quelle qu'elle soit, peut supporter la récession. Ça, c'est pas vrai. Toute population, quand elle souffre trop, se rebelle, avec raison. Donc, c'est une vision purement théorique, une vision de l'esprit. Voilà. Bonjour, au regard de ce qui se passe en Afrique avec l'expansion des zones d'influence des pays comme la Russie, la Turquie et la Chine, est-ce que la France va être capable de concurrencer ces pays en Afrique? Oui, si on change de logiciel. Oui, si l'Afrique, il n'y a pas que la Turquie et tout le monde y va, hein, mais plus ou moins. La Russie, elle n'y ira pas beaucoup. Hein. La Russie, elle y va pour les mines d'or. La Russie, son problème, le problème aujourd'hui, c'est pour avoir le rouble, pour maintenir le rouble à un haut niveau, ils ont fait ce que voulait faire De Gaulle avec le dollar, ou ce qu'on avait avant avec le dollar au début. Les Russes, ils ont adossé le rouble à de l'or. C'est ça le truc. C'est pour ça que la monnaie russe, le rouble, aujourd'hui, a même pris de la valeur par rapport au dollar malgré toutes les sanctions. Vous voyez ? Ils ont mis des stocks d'or. Et ils continuent. Alors ils produisent beaucoup d'or en Russie, hein, déjà. Mais ils ont été aussi en acheter ailleurs. Par exemple, Wagner se faisait payer par la Centrafrique ou se fait payer par le Mali en mines d'or. Ils demandent l'exploitation des mines d'or. Ils prennent l'or, ils le renvoient. Sachant que Wagner était en réalité payé par le ministère de la Défense. Hein, c'est des mercenaires, mais payés par l'État russe. Hein.
Et donc l'or était parti, ça faisait partie du truc pour la politique russe. Donc, mais je disais, les Russes sont pas très intéressés. Les Américains se retirent d'Afrique parce que ils sont, surtout si Trump passe en novembre, c'est la doctrine de Monroe, ils veulent se replier sur les États-Unis et ils n'ont pas envie d'aller ailleurs, ils veulent se retirer. Bon, donc, je crois qu'on est plus, les seuls qui essaient vraiment, qui font vraiment des efforts actuellement, c'est chez les Chinois. Hein. Tous les ans, ils font une réunion des chefs d'État africains en Chine, à Pékin. Ils leur donnent des subventions, ils leur donnent des aides. Enfin, ils font beaucoup d'investissements. Et puis, je ne sais pas si vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, la population étrangère la plus importante en nombre, c'est pas les Français, hein, c'est les Chinois. Il n'y a plus de Chinois en Afrique qu'il y a de Français, de Grecs, de Libanais, ou tout ce qu'on a pu connaître à de grandes époques. Alors, aujourd'hui, donc l'Afrique, en définitive, c'est le continent en développement, avec des pays qui vont se développer de manière extraordinaire, d'autres qui ne vont pas marcher du tout, parce que l'Afrique, c'est ça, hein, il y a des pays très riches, des pays très pauvres. Mais dans tous les pays riches, eh ben, ça va attirer des hommes d'affaires, ça va attirer des investisseurs, ça va attirer des gens qui veulent travailler. Ça, c'est dans le futur. Alors, les Français, ils peuvent trouver leur place comme les autres, à condition de changer de logiciel. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un pays africain, parce que l'histoire nous y a mis depuis très longtemps avec les moyens qu'on avait. Hein. On vient dans un pays africain pour le traiter d'égal à égal. On parle d'égal à égal avec des gens pour faire des affaires avec eux. Et ça, il faut donc, pour ça, il faut changer le logiciel. Le logiciel français, pour le moment, c'est pour ça qu'on s'est fait mettre à l'air de partout. Hein. Mais on n'est pas rejeté en Afrique, les Français ne sont pas rejetés. L'armée française est rejetée, le politique français sont rejetés, mais les industriels français ne sont pas rejetés. À condition qu'on soit là pour investir en Afrique, pour développer l'Afrique, pour travailler avec les Africains. Donc, si vous voulez, dans la logique moderne, voilà. Hein, pas dans la logique passée, mais dans une logique moderne. Et là, il y a des possibilités, ouais, sans aucun doute. Mais je vous dis, avec des gens qui aiment l'Afrique, mais pour travailler en Afrique avec les Africains. Égal à égal. Alors on voit nombre de ces pays du Sud, curieusement, essayer de se positionner au niveau spatial. Je crois que c'est l'année 2023, il y a eu plusieurs lancements, un lancement indien réussi, un lancement russe raté, un lancement chinois réussi. Pourquoi est-ce que ces puissances montantes s'intéressent tant à l'espace? Est-ce que c'est pour une question purement symbolique ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Ça, c'est une bonne question. Oui. Oui, sur le spatial, il y a plusieurs raisons. Hein. D'abord, c'est vrai qu'il faut toujours penser quand même que lorsqu'on maîtrise les lanceurs, derrière, il y a toujours le rêve d'avoir des lanceurs de bombes atomiques ou autres sur les autres. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc, quand on voit les tirs de lanceurs qui pourraient être utilisés à des fins militaires ou pourraient dériver vers des fins militaires ensuite, il faut toujours regarder effectivement attentivement ce qui se fait. Il n'y a qu'à voir l'Iran, par exemple. L'Iran envoie des satellites. Mais on sait très bien que derrière ça, il y a autre chose. Ça, c'est une première chose. Mais tout le monde est conscient quand même que dans le futur, le spatial va prendre une importance parce que pas tout de suite, il faudra du temps. Mais la maîtrise, si vous voulez, on pourra certainement dans l'espace, sur d'autres endroits comme la Lune ou ailleurs, on pourra certainement faire des choses qu'on ne peut pas faire sur Terre. Hein, je sais pas, ça peut être des alliages, ça peut être des approches techniques, ça peut être de nouveaux produits. Enfin bon. Donc il y a ce côté recherche aussi qui intéresse tout le monde. Bon.
Et puis la recherche spatiale, c'est aussi un formidable moyen de redévelopper la recherche tout court dans tous les domaines. Parce que pour pouvoir poser un satellite sur la face cachée de la Lune, les Chinois sur la face cachée de la Lune, ou mettre un petit robot dans un coin perdu, il faut pour ça maîtriser des quantités de choses. Donc, si vous voulez, c'est aussi une vérification de le niveau de connaissance auquel on est arrivé. Et moi, je suis très frappé sur le spatial par deux choses, si vous voulez. C'est que nous, les Français, on peut dire, là, nous, on a été les rois pendant longtemps du spatial avec Ariane. On a envoyé des satellites partout. Bon, et on a aussi de bonnes fusées militaires, de lanceurs militaires. Bon, on a tout ce qu'il faut. On est bon. Et puis, on a loupé les virages pour les fusées commerciales quand Elon Musk a inventé le premier étage qui revenait à terre. On n'y a pas cru, les Français n'y ont pas cru. Alors que les Américains ont tout de suite compris que si on arrivait à récupérer un étage, donc il ne serait pas détruit dans l'atmosphère, ça permettait d'économiser 30% sur le prix de la fusée. Donc si vous arrivez en disant « je vous propose quelque chose qui coûte 30% moins cher », difficile d'accepter. De refuser, pardon. Or, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, Elon Musk, avec ses fusées, il est en gros, il est 30% moins cher que les autres. Alors évidemment, ça attire les gens pour utiliser la fusée américaine. Mais on parle pas assez, tout le monde parle des États-Unis avec Elon Musk. On parle maintenant de petites fusées qu'on va développer pour lancer des satellites à basse altitude et ainsi de suite. Personne ne parle de ce qui se passe en Chine. Mais vous savez qu'en 2022, le pays qui a lancé le plus de fusées dans l'espace, ça a été les Chinois, avec la fusée Longue Marche. Et les Chinois, ils sont en train actuellement de construire à une vitesse incroyable une station spatiale, puisqu'ils vont mettre à peu près le quart du temps qu'on a mis nous, les Occidentaux, les Américains et les Européens, pour faire notre fameuse station spatiale avec les Russes. Là, eux, ils vont mettre 4 fois moins de temps. Et ils sont tout seuls. Et bon, on voit bien, donc, eux, on a vu ce qu'ils font sur la Lune. En définitive, les Chinois, je pense qu'il y a plusieurs éléments chez eux. Il y a la recherche, parce que, comme vous disiez, ça fait progresser la recherche. Il y a la partie militaire, ça permet de perfectionner, bien sûr, plein dans et de techniques militaires. Et puis, il y a la course à l'image au niveau international, parce qu'ils n'ont pas oublié que dans le passé, on avait eu la course entre les Russes et les Américains. Les Russes avaient gagné les premiers avec Gagarine envoyé dans l'espace, les Américains avec les gens sur la Lune. Là, on est reparti pour un tour. Les Américains annoncent qu'ils vont envoyer des gens sur la Lune. Je pense qu'on va en voir d'autres pays qui vont y aller aussi. Et récemment, on a vu arriver les Indiens. Et comme curieux, là. Donc, les très grandes puissances mondiales, aujourd'hui, elles sont dans le spatial. C'est clair. Et du coup, d'ailleurs, les Russes, ils ne sont pas si bons que ça dans le spatial. Ils ont été très bons à une époque, mais ils le sont beaucoup moins maintenant. Je pense que maintenant, la place, elle va être vraiment c'est les Américains, les Chinois, les Indiens. C'est les trois grandes puissances du futur. Ils vont y aller, ils vont tout chacun. Et c'est sûr que faut bien voir, nous, l'espace, alors, on a passé un accord, il y a un traité international de l'espace qui dit que l'espace, il est neutre. On ne doit pas armer l'espace et ainsi de suite. Il n'empêche que les satellites espions, ce sont bel et bien des satellites à des fins militaires. Et on en voit de plus en plus dans l'espace. Et les stations orbitales, ne rêvons pas. Il y a une partie qui est privée, je dirais, de recherche normale, mais il y a toute une partie qui est de recherche militaire. Ça, c'est clair. Et celle-là, on ne la connaît pas du tout. Donc, je pense que là aussi, on va voir. Ça va continuer, ça va de plus en plus. Et nous, là-dedans, on n'a pas une position très facile parce qu'on a loupé la relance. Alors, peut-être qu'on va relancer l'année prochaine. On va enfin voir une Ariane qui va repartir. Mais je pense qu'on a loupé le coche parce on arrive trop tard. On a passé une étape. Et ça, c'est mauvais. Parce que pendant ce temps-là, les autres, ils ont progressé et nous, on est en difficulté.
C'est très dommage, parce que je vous dis, dans la recherche spatiale, il y a toute une partie qui sert à tout. Ça, si vous voulez, ça redescend sur tous les domaines. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? Je peux aussi vous, alors si vous voulez, en attendant il y a des questions, je peux aussi vous dire qu'il y a... Alors ce qui est intéressant dans le spatial, en dehors de ce que je viens de vous dire sur le plan général, ce qui est intéressant dans le spatial, c'est de voir qu'on est en train d'imaginer ou de faire au point de vue des lanceurs, toute une série de lanceurs adaptés à des missions très différentes. On a le super lanceur américain destiné à envoyer des gens sur Mars. Bah, évidemment, c'est quand même, on a eu le premier tir récemment. Hein. Bon, ça c'est déjà, et qui peut coloniser la Lune, enfin il peut faire plein de choses. Bon, c'est des lanceurs énormes, qui coûtent une fortune, qui ont des applications effectivement spatiales, mais au-delà de l'espace commun, mais qui n'ont aucun intérêt pour l'espace jusqu'à 35 000 km. Hein. Jusqu'au satellite géostationnaire, ça n'a aucun intérêt. Après, vous avez des lanceurs plus petits. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a toute une série de lanceurs qui sont en train de se développer, y compris des très petits, qui vont envoyer des tout petits satellites. Et maintenant, on fait des satellites d'1 kilo aussi. Hein. Les satellites d'Elon Musk, là où ils sont, vous savez, pour le téléphone portable, où il y en aura plus de 20 000 dans le ciel. Hein. Là, ceux-là, ils sont tout petits. Hein. Ils font quelques kilos, pas plus. Hein. Alors ceux-là, bien sûr, on n'a pas besoin de gros lanceurs pour eux. Alors, quand on envoie un grand lanceur, on projette des quantités de satellites à la fois. Mais si on va en envoyer un petit ou un autre, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, on voit que, en définitive, il y a une espèce de spécialisation des lanceurs qui est en train de se faire. Au niveau des satellites, c'est la même chose. On va depuis la station spatiale. Hein, bien sûr, alors là, on la construit peu à peu et puis on l'aménage. Et là, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Hein. Ça peut devenir une usine aussi dans le futur. On peut avoir des usines spatiales, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'il y a des alliages, par exemple, qu'on ne peut pas faire sur Terre, mais on a découvert qu'on pouvait les faire dans l'espace. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire le produit dans l'espace. Avec tout ce que ça comporte. Donc on va avoir une évolution des stations avec des spécialisations. Hein, et y compris des hôtels pour les touristes. Hein, pourquoi pas, après tout. Hein. Bon. Donc ça, vous allez avoir tout ça. Et puis, mais vous avez aussi des satellites beaucoup plus spécialisés, et on le voit avec les petits satellites de Musk pour le téléphone. On a le projet de Jeff Bezos, c'est le même, avec aussi un de couverture de petits satellites. Bon, avec un problème qu'on n'évoque pas, mais qui est énorme, et qui va devenir, à mon avis, un problème clé dans les prochaines années, c'est l'encombrement de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avec tout ce qu'on envoie comme satellite, tous les satellites qui sont morts d'activité parce qu'ils ont fait leur temps et puis continuent à tourner, avec les débris de lanceurs, avec les débris de satellites, avec tout ce qu'il y a, le ciel est complètement pollué. Et ça pose un énorme problème. Si vous regardez la station spatiale, par exemple européenne, enfin occidentale, hein, ils nous ont raconté récemment encore que régulièrement, elle est obligée de manœuvrer dans l'espace à coups de petits jets par les fusées, hein, à coups de petits rétrofusées. Elle est obligée de manœuvrer pour éviter des gros morceaux et des débris qui lui arrivent dessus. Donc c'est vous dire. Alors, d'un côté, ça montre la perfection technique que l'on est arrivé, puisqu'on arrive à surveiller dans l'espace des morceaux de quelques centimètres, et on les repère et on les suit. Donc c'est quand même à 30 000, à 20 000, 10 000, 5 000 kilomètres, hein, donc c'est quand même pas mal. Hein. Mais on arrive à suivre tout ça de très près, on les suit en permanence, mais il n'empêche quand même qu'il y a un moment où nos fusées ne pourront même pas passer à travers. Donc il va bien falloir trouver, et ça c'est peut-être le grand enjeu des années à venir, c'est comment nettoyer le ciel de tout ce qui n'est pas utile. Ça va être un vrai challenge pour le futur. Et je peux vous dire que pour les gens qui travaillent dans le spatial, y compris, moi je vois à Toulouse, hein, il y en a qui réfléchissent à ça maintenant en disant mais est-ce que c'est pas un énorme marché pour le futur d'avoir des engins qui vont aller récupérer
hein, des débris en quantité, des vieux satellites pourris, et ainsi de suite, et qui les ramèneront ensuite dans une zone de l'espace où enfin, en atmosphère terrestre, où là, elles se brûleront elles auront une combustion dans la plongée vers la Terre. Vous voyez? Donc ça, c'est encore un phénomène intéressant et sur lequel il faut regarder, parce qu'on a des possibilités là-dessus pour le futur de développement. Hein. Donc vous voyez, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout un spécialiste du satellite ou des lanceurs, il y a peut-être un nouveau boulot à trouver là. Oui. Moi, j'avais une petite question. En fait, je me demandais pourquoi on continuait à investir dans le spatial alors qu'on sait que ça demande beaucoup de ressources et qu'on est dans un monde fini. Et ça risque de nous utiliser plus de ressources que ça va nous en apporter. Et surtout que vous parliez du fait que ça relançait la recherche. Mais en fait, on a beaucoup de défis qu'on doit relever actuellement sur Terre, notamment avec l'adaptation de la société au réchauffement climatique, enfin au changement climatique. Du coup, voilà, c'est ma question. Alors, oui, alors pourquoi vous avez raison, on peut se poser la question à quoi ça sert de faire du spatial, hein. Alors, il y a quand même plusieurs choses, si vous voulez, parce que pour le moment, il faut bien le dire, pour le moment, on est limité dans la conquête spatiale, on est limité par la vitesse de nos engins. Hein, puisqu'on dit que pour aller sur Mars, il va falloir un certain temps, longtemps même. Hein, et on voit bien qu'ailleurs, on ne peut pas y aller. On ne peut pas aller sur des étoiles et tout, parce qu'on sait pas, on n'a pas les moyens d'aller plus vite que à la vitesse qui nous est donnée aujourd'hui. Dans les recherches qui sont faites aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont imaginé d'autres visions physiques du monde, dans lequel, en particulier dans une qui est un monde biface. Alors, je ne vais pas entendre les détails techniques, hein, mais si vous voulez, mais dans lesquels l'équation de Einstein serait fausse, on pourrait multiplier la vitesse réelle. On pourrait multiplier de je ne sais plus combien de multiples la vitesse maximale, la vitesse de la lumière. Hein, si on arrive effectivement, si les chercheurs qui sont là-dessus arrivent à trouver non seulement le pot, mais surtout derrière à ouvrir le moyen de pouvoir le mettre en œuvre, ça change la dimension de la conquête spatiale, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, si Mars, si vous voulez, je prends l'exemple de Mars, hein, si Mars est à 8 jours de la Terre, ça pose plus de problème. C'est comme exactement au début du siècle dernier, il fallait 5 jours pour traverser l'Atlantique sur le Queen Mary ou sur le Lusitania, hein. Donc, ou le Titanic. Bon, la Titanic s'arrêtait en route, alors c'est pas drôle. Hein. Mais donc vous avez, si on va dans ce sens-là, alors ça justifiera encore d'autres choses, parce qu'on peut trouver, toujours pareil, on peut trouver sur d'autres planètes des choses qui pourraient nous intéresser. Hein, des produits, des techniques. Et puis vous avez aussi le fait que nous sommes, vous savez, la Terre, on était 1,5 milliard en 1900 sur Terre. 1900, 1,5 milliard. On est 7,5 milliards aujourd'hui. D'accord ? Bon, on sera, d'après toutes les prévisions, on sera 10 milliards à la fin du siècle. Bon, alors on nous dit, les spécialistes, les démographes disent oui, mais après, ça va rebaisser de nouveau. Parce que justement, les femmes auront moins d'enfants, le mode de vie sera différent, ça va rebaisser. Mais supposons que ça ne rebaisse pas. Il arrive un moment où la production de nourriture sera insuffisante pour nourrir tout le monde. Comment on fait ? Donc dans l'esprit, là, moi je vous parle des gens du spatial. Hein. Moi je vous dis pas, moi c'est pas mon point de vue personnel, mais moi j'ai entendu des conférences à Toulouse, à l'ESA ou au CNES là-dessus, où les gens vous disent, mais notre boulot c'est aussi de préparer la possibilité d'une migration après l'an 3000, hein, après l'an 2100, pardon, pas 3000. Après l'an 2100, préparer des migrations éventuelles, si on peut le faire ailleurs, si jamais on est coincé ici. Vous savez, tout est possible. Hein. Tout est possible.
Ah oui, mais on peut rêver, vous savez. Et le rêve a permis souvent d'aller plus loin et de découvrir d'autres choses. Donc, on ne peut pas rejeter. Et puis, n'oubliez pas quand même que dans la recherche spatiale, toutes les applications pratiques qu'on a derrière. Regardez, je ne sais pas si vous faites, moi j'en fais un petit peu, et je pense que vous aussi. Quand on fait la cuisine, aujourd'hui, les poêles que vous utilisez, elles n'attachent pas. Pourquoi ? Parce qu'on met dessus un revêtement. Comment on a trouvé leur vêtement des poêles ? C'est lors des avec les premiers missiles balistiques et les retours de capsules Apollo et autres qui revenaient de la Lune. On a mis au point des céramiques qui permettaient de résister à la chaleur pendant très longtemps, et qui s'usaient peu à peu. C'est grâce à ça qu'à la fin, on a mis derrière une application pratique. Ça a été celle des poêles pour faire sauter les crêpes. Vous voyez, donc... il faut bien voir que la recherche, vous pouvez avoir des choses qui vous paraissent comme ça un peu éthérées, mais qui en réalité peuvent être très utiles dans leur application pratique ensuite pour chacun d'entre nous. Ça aussi, il faut en tenir compte. Moi, j'avais une question parce que, au vu de ce qu'on vit actuellement, donc c'est-à-dire la perte des ressources, des énergies fossiles, etc., est-ce que ce serait vraiment rentable de mettre des usines dans l'espace, sachant qu'il faudrait déjà envoyer les matières premières là-bas, les faire revenir? On n'aurait pas un coût qui serait beaucoup trop important d'un niveau économique et aussi environnemental? Et est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup d'investir entre guillemets dans la recherche un petit peu sur Terre, voire même dans des conditions qu'on pourrait trouver similaires à ce qu'on pourrait trouver dans l'espace? Et est-ce que c'est quelque chose qu'envisagent déjà les grands pays émergents comme la Chine ou des choses comme ça, à la place d'envoyer des fusées et de polluer l'espace à l'heure actuelle? Que rationnellement, si vous voulez, vous pensiez que ça n'a aucun intérêt, que ça coûte cher, que c'est trop économiquement parlant, c'est pas rentable. Bon, et pourquoi ça sert à rien, ça n'apportera rien. Ça, bien sûr, vous avez tout à fait le droit de le penser. Mais vous empêcherez pas. Il y a toujours eu dans l'histoire du monde des gens qui ont voulu dépasser la limite. Il y a toujours des gens qui ont pris des risques, qui ont voulu découvrir quelque chose d'autre. Et en général, on s'aperçoit que ce sont ces gens-là qui ont fait progresser la science, qui ont fait progresser les choses. On découvre toujours, au-delà de l'inconnu, on découvre toujours quelque chose. Et c'est ça. Vous savez, quand les types sont partis en 1492, je vous dis, au début de l'aventure des pays occidentaux, quand Christophe Colomb et ses marins sont partis sur l'océan Atlantique pour aller chercher la route des Indes, moi je pense que beaucoup de gens auraient dit comme vous, quand la reine Blanche de Castille a dit d'accord, je vous donne l'argent pour faire la mission, je pense que beaucoup de gens comme vous ont dû dire mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Nous, on est tranquille, on a notre océan autour de nous, on peut aller pêcher tranquille, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va envoyer des gens à la limite du monde? Ouais, et ben regardez, quand ils sont revenus, 10 ans après, il y avait les premières caravelles qui arrivaient chargées d'or et d'argent depuis l'Amérique du Sud, et là, plus personne ne regrettait l'aventure. Je crois que c'est ça. On ne peut pas dire... Au début, si vous voulez, quand on démarre ce genre d'aventure, vous ne pouvez pas dire à quoi qu'est-ce que ça va rapporter. On ne sait pas. Alors bien sûr, ça coûte cher, et comme vous le disiez très justement, envoyer quelqu'un puis le récupérer, le faire revenir, évidemment, c'est pas. Mais si vous faites comme Elon Musk et que vous les laissez. Musk, c'est son projet. Le projet de Elon Musk pour Mars, c'est d'envoyer des gens et de les laisser, de mettre en place, bien sûr, des systèmes qui leur permettront de vivre sur Mars. Bon, si vous les laissez, ils ne dérangent plus, ils sont là-bas. Ouais, tu me dirais, il faudra trouver. Il paraît qu'il y a des volontaires. Moi, on me paierait très cher pour y aller, mais il paraît qu'il y a plein de volontaires qui sont inscrits. Alors. Et ça peut être le début d'une autre aventure. Mais peut-être il y en a peut-être d'autres. Il y a peut-être qu'il faut aller sous l'eau. Je ne sais pas, moi. Tout est possible. Là, on est dans la recherche. Alors, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur le thème de tout à l'heure. C'était sur le partage des connaissances avec les autres pays. Enfin, dans les 20 dernières années, je trouve qu'on a quand même beaucoup partagé avec la Chine. Est-ce que, justement, d'un point de vue géopolitique, ça nous met un peu dans une situation difficile. Enfin, à l'avenir, ils vont plus avoir besoin de nous, donc on va faire comment?
La Chine, si vous voulez, on a beaucoup travaillé avec la Chine parce que la Chine était le pays en développement majeur. Hein, qu'en plus, ils sont proposés, et ça marchait bien pour les industriels à l'époque, ils ont fait des usines et qui produisaient nos produits à des coûts très, très bas par rapport aux nôtres. Donc la Chine a été pendant très longtemps un vrai sujet d'intérêt pour tout le monde. Hein. C'est clair. Bon, aujourd'hui, la Chine est devenue un marché. Elle a évolué, la Chine. Hein. Elle est devenue un marché important, bon, dans lequel il y a toujours des opportunités, mais évidemment, ça a changé. C'est plus le même. Et puis en plus, le coût des transports est devenu tel qu'on n'a plus intérêt à délocaliser. Enfin, je parle pour nous et nos entreprises, on n'a plus intérêt à délocaliser si loin. Ça coûte trop cher et c'est pas la peine. Mais c'est vrai qu'on s'est focalisé sur la Chine. Et on peut regretter. On peut vraiment regretter qu'on n'ait pas en même temps regardé d'autres pays. Moi, quand je vois qu'on commence à s'intéresser à l'Inde, bon, je me dis enfin, vous voyez, parce que je pense que l'Inde est aussi intéressante que la Chine. Elle a un potentiel énorme, on l'a dit. Elle a la plus grande population du monde, hein, et de loin. Et puis c'est pas fini. Donc il y a un potentiel considérable. Et c'est vrai qu'on aurait dû s'y intéresser plus tôt. Un autre pays, mais là on nous croyait pas quand on en parlait il y a 10 ans. Maintenant, tout le monde commence à le regarder avec beaucoup d'intérêt. C'est l'Indonésie. L'Indonésie est un pays. Regardez la France. La France, on connaît bien l'Indonésie. On lui a vendu du matériel militaire et tout. Bon, l'Indonésie est un formidable pays qui se développe à toute vitesse. Il y a des opportunités extraordinaires. 256 millions d'habitants, hein, quand même. Hein. Premier pays musulman du monde, quand même. Hein, et qui est en train qui monte, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est un pays dans lequel il y a plein de choses à faire. Donc oui, vous avez raison. Plutôt que de s'intéresser qu'à la Chine, et moi je sais qu'aujourd'hui, si quelqu'un venait me voir en me disant je veux aller à l'international où je vais, je lui dirais n'allez pas en Chine, c'est plus la peine. Hein. Allez plutôt en Inde, allez en Indonésie, allez dans les pays africains qui sont en développement rapide actuellement. Hein, ceux on les connaît. Allez au Brésil. Hein, parce que ou en Colombie, c'est des pays qui se développent très vite, où il y a des marchés colossaux. Hein. Vous voyez, donc, oui, bien sûr, c'est ce que je vous disais un peu en disant qu'il faut revoir le logiciel. Hein. C'est vrai que nous, comme les Allemands d'ailleurs, hein, on a trop regardé la Chine et probablement pas assez le reste. C'est indiscutable. Mauvaise stratégie. Hein, et on aurait dû s'intéresser à d'autres pays également. On n'a pas cru. Les fameux BRICS, si vous voulez, on a cru qu'à la Chine, on aurait dû regarder aussi les autres. On va prendre une dernière question. Juste une question sur la conquête spatiale. Parce qu'il y en a qui disent que, dans le fond, certes, la conquête spatiale, c'est une aventure possible, mais ils se demandent s'il ne serait pas plus judicieux d'investir dans autre chose, par exemple explorer les fonds sous-marins ou ce genre de choses. Et il y en a qui disent, dans le fond, si on fait des choses que tout le monde fait, parce que tous les pays se mettent à la conquête spatiale, on n'aura pas beaucoup d'avantages compétitifs par rapport aux autres. Si on fait quelque chose que très peu de personnes ont fait, on pourrait obtenir quelque chose que peu de pays ont et donc qui pourra se valoriser sur l'international. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ou... Ah oui, si vous voulez, le secret de la réussite, c'est se lancer sur quelque chose, avoir la constance de rester sur ce problème jusqu'au moment où on réussit, à condition bien sûr qu'on réussisse. Hein. Mais il y a plein de possibilités partout. Hein. Vous voyez, vous parliez de l'eau, par exemple. Moi, je me souviens, quand il y a eu les problèmes, les Français font partie, avec Total, de ceux qui ont vraiment développé les forages, par exemple, les forages marins. Hein. À l'époque, au début, c'était pas comme ça, hein, les forages. Hein. On faisait des forages sur terre. On s'est mis à faire des forages marins. Bon, et à un moment, les forages marins, jusqu'à 200-300 mètres, hein, jusqu'à 200-300 mètres, c'était la moyenne avant. Maintenant, on fait des forages beaucoup plus profonds, mais à l'époque, c'était vraiment le maximum. Bon, le problème qui s'est posé, on n'avait pas assez de robots, on n'avait pas des robots comme il y a aujourd'hui. Hein, il fallait y mettre des hommes. Bon, et donc c'était la plongée profonde. Bon, on s'est aperçu, par exemple, les Français étaient les champions du monde de la plongée profonde, avec la COMEX et autres. Bon, on avait développé des technologies qui nous permettaient de faire descendre des plongeurs, alors avec un certain risque, mais c'était vraiment utile. Hein, jusqu'à 300 mètres de fond, on les faisait descendre pour arranger les forages pétroliers et autres. Bon, c'est une technologie qu'on avait mise au point. Donc il y a eu un travail
sur le fond de la mer, si vous voulez, et la France, avec l'Ifremer, avec la COMEX et autres, on était à la pointe de tout ça. Bon, c'est vrai que depuis, on s'est moins intéressé moins intéressé au fond de la mer, et c'est dommage parce qu'il y a certainement des opportunités dans beaucoup de domaines. Hein. Bon, mais exactement comme dans l'espacial et comme dans d'autres endroits. Hein, mais je pense qu'il faut. Le problème, c'est qu'il faut avoir une bonne idée, puis s'y tenir, la développer, investir. Et au niveau d'un pays, c'est vrai qu'un pays doit faire des choix. Il ne peut pas tout faire. Hein. Alors nous, on avait fait le choix de la conquête spatiale à l'époque de De Gaulle. Il avait dit, parmi les éléments de développement, il y avait le TGV, il y avait le paquebot par France qui n'a pas très bien marché, il y avait le spatial, il y avait les avions de chasse, les Mirages à l'époque. Enfin, il y avait toute une série de choses. Il y avait les centrales nucléaires. Bon, ils ont lancé toute une série de projets avec horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans. En investissant. C'est ça le truc. Bon, quand un pays investit dans des domaines et dit j'y vais et ben forcément il obtient des résultats. Hein. Quand Huawei a été bon, les Américains ont réagi contre Huawei, vous savez, pour la 5G, hein, en disant attention, n'utilisez surtout pas les systèmes Huawei parce que les Chinois vont vous espionner. Bon, Huawei, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'est replié parce qu'évidemment, ça ne marchait plus. Ils sont en train de travailler sur d'autres développements derrière, en particulier sur le quantique et puis sur une 6G, si vous voulez. Hein. Et quand vous les regardez, vous apercevez qu'ils investissent plus de 10% par an de leur PIB, enfin de leur chiffre d'affaires sur la recherche fondamentale et la recherche. Donc, si vous voulez, quand vous avez des gens qui sont prêts à investir beaucoup en recherche avec un objectif final, tôt ou tard, ils y arrivent. Hein. Et ce jour-là, vous vous réveillez et vous dites, ben moi, j'ai 10 ans de retard. Donc oui, il faut investir, il faut trouver des options et puis investir dessus. Mais il faut les détecter. Il faut regarder des domaines dans lesquels la concurrence n'est pas déjà passée par là. Bien sûr, parce que si vous mettez sur un marché où tout le monde est déjà concurrent, ce sera beaucoup plus difficile pour vous que sur un marché nouveau. Mais sur le marché nouveau, si jamais vous réussissez, c'est la porte ouverte. Hein. On va arriver à la fin de cette conférence. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot de conclusion concernant votre vision des événements à court terme, puisqu'on voit qu'on a beaucoup de choses qui nous attendent assez rapidement. Il y a des élections en Europe au mois de juin, il y a des élections américaines au mois de novembre, il y a 2 guerres en cours, une en Ukraine et une autre à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision des évolutions à attendre à court terme ? Bon, alors c'est sûr que pour nous Européens, là je reprends par rapport à tout ce qu'on a dit, bon, c'est sûr que les élections européennes sont très importantes parce que selon le format de l'Assemblée du Parlement européen après les élections européennes, il est évident que ça va influencer toute la politique européenne pour le futur. Donc c'est très important. Bon, ça c'est un premier point. Sur la guerre en Ukraine, puisqu'elle fait partie de l'Europe, hein, même si ce n'est pas dans le cas de l'Union européenne. Sur la guerre en Ukraine, moi je pense qu'on arrive à la fin de l'histoire, pour plusieurs raisons. D'une part, les 2 côtés, les pertes ont été très importantes. Hein, on parle de 1000 morts par jour, hein, tout confondu, hein, Russes et Ukrainiens. Bon, ce qui pour les Russes, avec une population d'un peu moins de 200 millions d'habitants, bon, c'est déjà c'est un vrai problème. Pour les Ukrainiens qui sont, semble-t-il, je vous disais tout à l'heure, hein, on dit qu'ils sont entre 37 et 40 millions actuellement résidents en Ukraine, c'est une catastrophe, hein, parce qu'on ne peut pas les remplacer. Donc, on a un problème. Je pense qu'on va vers la fin de cette guerre. Alors les options, elles sont. Quand est-ce que ça se passera? Bon, ça peut pas se passer avant que Poutine ait été réélu, parce que dans 3 mois, dans 2 mois maintenant, hein, parce qu'il peut pas faire la paix avant son élection. Parce que ça lui poserait des voix, ça c'est sûr, parce que les gens sont jamais contents quand on fait la paix. On trouve toujours qu'on a trop lâché, hein, c'est ça. Bon, par rapport aux pertes qu'on a subies. Bon, de l'autre côté, on sait que le président Trump
Donald Trump a toutes les chances de se faire élire au mois de novembre. Hein. Vraiment, ce serait incroyable. Il faudrait que la Cour suprême vote son interdiction, ce qui me paraît peu pensable, puisque c'est lui qui a nommé la majorité des juges à la Cour suprême. Donc, je ne vois pas les juges changer de politique. Enfin, on verra. Ça m'étonnerait beaucoup. Si c'est lui, c'est clair, il a annoncé, il fera la paix tout de suite. Donc, de toute manière, ça devrait être l'année de la paix en Ukraine. Et je pense que ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est la position de celui qui est le plus intéressant de tous les Ukrainiens, c'est Zalouzhny, le général en chef, Zalouzhny, parce qu'il vient de changer de stratégie et l'expliquer. Il a dit, bon, la situation sur le terrain, elle est bloquée, donc c'est pas la peine de faire massacrer des gens pour rien. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'on tape dans la profondeur. C'est-à-dire qu'il a choisi de taper sur la Crimée, sur la Russie, Belgorod et tout ça, et sur la mer Noire. Pourquoi ? Parce que là, il crée des vrais problèmes aux Russes, parce que c'est pas là où ils les attendent. Les Russes sont prêts à se battre sur la ligne de front, mais pas derrière. Hein, et donc, ça va être un élément lors de la négociation. Donc, ça devrait faciliter les négociations du côté ukrainien quand il va falloir négocier sur une base. Moi, j'ai toujours dit, mais je continue à le penser, que ça se terminera par les 4 provinces russophones aux Russes, parce que je ne vois pas comment on pourrait l'éviter, et le reste, qui soit côté européen, mais clairement du côté européen. Ça, c'est pour l'Europe. Hein, pour l'Europe. Bon, pour le reste, je pense qu'on est en train, je vous l'ai dit, moi, on va assister à la montée en puissance progressive donc des fameux BRICS+, là, hein. Et sur l'Afrique en particulier, ça devrait amener tout le monde à rebattre les cartes, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Rebattre les cartes, c'est-à-dire que il va falloir tous autant qu'on est, repenser complètement notre modèle africain, la vision africaine que l'on peut avoir. Bon, sachant que du côté asiatique, ben c'est clair, hein, le centre économique du monde est devenu maintenant l'Asie, l'Inde, la Chine, l'Indonésie. Vous ajoutez la Corée du Sud et vous ajoutez le Japon, vous avez compris que là, c'est là où ça se passe. Hein. Donc oui, il faut se passionner pour cette zone-là. Il faut la regarder de très près. Il faut s'y intéresser. Et là encore, ben, il faut chercher, pour reprendre ce qui a été dit d'ailleurs, il faut chercher des options, il faut chercher des idées, il faut chercher des propositions qui correspondent à ce qu'attendent les gens. Si vous voulez, dans la multipolarisation, on n'impose pas à tous les pays ce que nous considérons comme bon chez nous, mais on leur propose des choses que eux considèrent comme bon pour chez eux. C'est exactement l'inverse de la démarche qu'on a suivie pendant trop longtemps. Et est-ce qu'on peut s'attendre à la création d'un État palestinien ? Est-ce qu'il y a une sortie de conflit de ce type qui est envisageable ? Alors, c'est très, très difficile, très difficile parce que il y a plusieurs options qui s'opposent. Hein. Bon, il y a une version, les ultra-orthodoxes israéliens voudraient pousser les Palestiniens hors de Cisjordanie et de Gaza. Hein, c'est clair. Ils essayaient de négocier avec l'Égypte pour les pousser en Égypte. Enfin bon, ça, il y a ça. Mais d'un autre côté, faire un État palestinien en Cisjordanie alors qu'il y a plus de 600 000 ou 500 ou 600 000 colons, hein, et encore on en rajoute tous les jours des colons israéliens, ça semble absolument impossible, sauf si on obligeait les colons israéliens à se replier, à quitter le territoire cisjordanien. Alors je ne vois pas aujourd'hui quelle est la puissance au niveau mondial capable d'imposer ça. C'est pas les Israéliens entre eux. Hein. Donc qui pourrait l'imposer ? La seule possibilité, ce serait un accord international entre les Américains, les Chinois, les Russes, voilà tout le monde, tous les grands pays, qui diraient ça suffit. Dans l'intérêt général, on crée une bande, on met une troupe internationale, hein, des casques bleus, entre les deux, et on rend la partie palestinienne viable. Mais qui sera capable de trouver ça et de le faire aujourd'hui, je ne vois pas. Donc je pense que le rêve, il est là. La mise en pratique semble qu'actuellement, il faudrait une révolution pour que ça se passe. Donc je crains parce que je crains qu'on arrive à une solution bâtarde, hein, avec Gaza en partie détruit. Bon, mais
Mais ça ne sera pas une solution viable à long terme. Donc on repartira pour de nouveaux problèmes. Bon, en tout cas, merci, un grand merci pour cette conférence. Je pense que vous méritez des applaudissements.